bonjour. Ici, on est à la ferme Tétro. C'est la ferme Miel Epitemis. Okay. Mais ça appartient à des tétros. Ah, ok. Bonjour, Jacques. Bonjour. Tétro, bonjour. Oui, puis, c'est ça. Ben, j'aimerais ça que tu nous présentes un peu l'entreprise ici. Qu'est-ce qu'elle fait comme mission principale de l'entreprise? D'abord, dans quelle région on est ici? Oui, on est au Témiscamingue, dans le nord-ouest du Québec, qui est à l'est du Canada, une province à l'est du Canada. Et puis, l'entreprise possède 2500 ruches. On est surtout dans la production de miel, on fait également de la pollinisation. Et puis, il y a des plantes intéressantes là, qui sont nouvelles pour nous, telles que le sarrasin, là, qui est une plante qui nous intrigue beaucoup, qui fait un miel de grande spécialité. Tu as commencé ça en quelle année? Oh, ça fait 30 ans qu'on est au Témiscamingue. OK. Et puis là, il y a de la relève. À gauche, c'est Marie-Noël, ma fille, mon garçon Guillaume, puis mais il y a Céline, mais on ne sait pas Céline ce qu'elle va faire. D'accord. Puis quand tu as commencé la production de miel, je suppose que tu avais loin d'avoir 2500 ruches. Oh, tout à fait. Ici au Témiscamingue, lorsque je suis arrivé ici, j'avais 160 ruches. C'était quand même un certain nombre. Mais ça a pris quand même une génération là, pour monter à ce niveau-là et puis prendre l'ampleur. Il faut commercialiser, il ne faut pas juste produire. Puis il faut que les plantes soient là, il faut un paquet de choses. Mm. Puis nous, on se connaît depuis quelques années. Ça fait quelques années. La raison pour laquelle on se connaît, c'est parce que, en fait, nous, on s'intéresse à la production de sarrasin. Puis, tu peux expliquer, Guillaume, peut-être, c'est quoi l'importance du sarrasin? Nous, depuis 2010, je crois 2011, on cultive sur nos terres ici, on cultive du sarrasin. Puis, au début, c'était un peu expérimental pour nous. Puis là, ça prend vraiment de l'importance, justement, dans le but d'en produire un miel de spécialité. Puis, on est persuadé que l'apport de l'abeille est important également au niveau de la production de graines de sarrasin. Puis toi, tu as vu, Germain, tu as vu ici une évolution de l'agriculture depuis les 10-15 dernières années. Hein? Oui, une très grande évolution. Il y a eu beaucoup de transferts de fermes, même des transferts. Des fermes laitières, des fermes pour l'élevage du bœuf qui est allé vers les céréales. Et puis, d'un côté, ça change beaucoup. Donne au niveau de production de miel. Oui, parce que dans la céréale, évidemment, toi, tu n'as pas vraiment d'intérêt pour l'abeille. Non, pas trop. Par contre, le sarrasin, c'est une plante qui est très intéressante, parce que c'est une plante mellifère, qui arrive en fin de saison, qui a beaucoup d'avantages pour nous. Et puis, on espère qu'on va aller loin là-dedans. Bon. Puis, la caractéristique du miel de sarrasin, je ne sais pas si tu peux aller chercher puis comparer un miel de sarrasin par rapport à un autre miel. Oui. C'est quoi la caractéristique du miel de sarrasin? Ah, c'est un miel qui est, s'il est réellement pur, là, c'est Ouais. presque impossible, là, mais j'entends par pureté, j'entends seulement des fleurs de sarrasin qui sont récoltées par les abeilles. Si vous regardez, on va juste dévier un peu, on voit la différence de couleur. Là. Okay. Le sarrasin, c'est celui-ci qui est Très noir. très noir, Très foncé. très foncé, tandis qu'un miel de trèfle, c'est un miel qui est beaucoup plus jaune, un jaune léger, beaucoup plus doux. Le sarrasin, c'est un miel qui est corsé quand même. Là. Puis c'est quoi? C'est au point de vue du goût plus prononcé? Ah, le goût est réellement beaucoup plus prononcé. Et tu as réellement des amateurs de marché pour le miel de sarrasin? Il y a des amateurs pour tout. OK. Sauf que c'est une clientèle plus petite, il faut Il s'entendre. faut juste les trouver. OK. Oui, c'est réellement une clientèle qui est réservée là, à des gens qui aiment les choses plus Corsées. plus corsées, OK. qui existent, mais ça prend des gens qui préfèrent des choses un peu spéciales. Puis si on veut parler un peu de sarrasin pour nos amis français, là, tu peux expliquer plus ou moins, Guillaume, à quel moment ici au Témiscamingue on va semer le sarrasin, pourquoi on ne peut pas le faire avant, à quel moment on le récolte, comment on le récolte? Les semis se font vers la fin mai, début juin. C'est la moyenne qu'on a dans les dernières années ici, même plus début juin. Pourquoi on ne peut pas le faire avant? C'est en raison des gels. Il faut éviter une gelée au semis.
Parce que lui, sarrasin, dès qu'il germe, il est sensible à gelée, puis il crève tout ça, c'est ça? Exactement. Puis ça lève très rapidement à partir du semis. Avant le mois de avant la fin mai, c'est très risqué pour notre région. Puis l'endénage se fait vers la fin août. Fin août, début septembre maximum. Puis normalement, on est capable de récolter vers la mi ou fin septembre. Okay. Quand la saison est normale. Ah, ouais. En tout cas, c'est ce qu'on vise. Au mois de janvier, c'est ce qu'on vise. Okay. Dans le processus après pour vos ruches, hein, comment ça fonctionne au point de vue, là on est en hivernation, je pense, c'est ça? En hivernement. Hivernement, ok. Puis, bon, ben, pourquoi l'hivernement, comment ça fonctionne, puis après ça, c'est quoi les étapes jusqu'à la mise dans les champs, puis la production de miel qu'on va s'appeler. Là, en ce moment, je dirais, on est comme au début de la saison. Les ruches vont être en hivernement jusqu'à la fin mars, début avril. Donc, hivernement, elles sont dans un bâtiment. Ils sont dans un bâtiment, dans un caveau, ils sont au noir, ils sont à 4,5 degrés pour tout l'hiver. Puis là, elles ne vivent pas du tout? Et là, elles vivent, ils sont en boule, en grappe, ils sont collés l'une sur les autres, puis ils font juste chauffer, se nourrir. Okay. C'est la seule chose qu'ils font. Se nourrir, ça veut dire que tu lui mets... Ils vont se nourrir des réserves de nourriture qu'on leur a données en septembre. De sucre ou... De sucre qui est en remplacement, de sucre de pollen et de miel qui reste dans la ruche à ce moment-là. Puis ça, c'est la réserve. Puis à partir du mois d'avril, on va les sortir à l'extérieur. Et puis là, le printemps va commencer, que les arbres vont avoir des chatons qui vont avoir du pollen et du nectar comme première alimentation pour l'abeille. OK. Mais qui ne servent pas à faire du miel? Non, c'est uniquement pour le développement de la ruche en début de saison. Le premier miel qu'on va récolter va être le miel de pissenlit à la mi-mai. Avant ça, c'est uniquement pour leur propre alimentation. OK. Puis là, tu récoltes combien de fois sur la saison? Mon Dieu, ça va. Ça dépend énormément d'une année à l'autre. On peut faire 2, 3 rondes qu'on va passer pour récupérer le miel. OK. Ouais. Mais une ruche qui est mise en place à un endroit ne peut pas être déplacée sur oui. Oui. Oui, elles peuvent être déplacées définitivement. Comme le sarrasin, c'est une plante qui fleurit surtout à la fin juillet, au mois d'août. Normalement, si on est chanceux, on a un champ de sarrasin, puis que les ruches sont là depuis le mois de mai. Okay. Mais là, les abeilles n'iront pas. Le sarrasin, c'est seulement, mettons, au mois d'août. Fait qu'en fin de compte, avant ça, les abeilles ont produit du miel tel que le miel de trèfle, qui devance le sarrasin. Mais par contre, il y a certains emplacements où est-ce qu'on déplace des ruches pour les fleurs de sarrasin. Okay. C'est pour ça que les ruches peuvent bouger, mais ça demande là, beaucoup de... Parce que déménager des ruches en pleine production, au plein cœur de l'été, c'est du sport. Il faut le faire dans le bon moment et être bien équipé. Puis on entend un peu parler des problèmes, des fameux traitements de semences sur les effets des abeilles, puis deux, de certaines maladies ou certains indésirables des abeilles. On peut vite comme survoler un peu le sujet du traitement des semences. C'est quelque chose que vous vivez, ça? Ça, je vais te laisser. Tu vas me laisser. C'est quand on marche sur un sujet délicat? C'est toujours un petit peu délicat, parce qu'il y a beaucoup de... Donc les agriculteurs sentent des gros problèmes reliés aux pesticides, puis de la façon, aux néonicotinoïdes. Néonicotinoïdes. Oui, c'est ça, ok. C'est justement, c'est de quoi que la preuve n'est pas évidente. Pour toi, parce que tu n'es pas la science. C'est justement les scientifiques qui travaillent à ça. Okay. Mais c'est de s'attaquer à un gros morceau. Okay. Et puis... Oui, surtout en Amérique du Nord. Parce que les fabricants sont ici. Hein. Ça fait qu'à ce moment-là, on a des problèmes. Pour nous, ça crée des problèmes, mais qui sont vérifiables, mais d'une façon... c'est pas évident. Il y a des années qu'on dirait qu'il n'y a pas de problème relié à ça, pour nous d'autres années que c'est pas plus évident. Mais c'est rien de bon, il faut s'entendre. On essaie de s'éloigner, mais on fait partie de ça. On est dans le milieu. Parce que les taux de perte hivernale, l'historique qui a été dans l'entour de 10-12%,
Mais depuis une dizaine, quinzaine d'années, c'est beaucoup plus du 25 à 30 Puis ça s'est fait assez rapidement, l'augmentation. Puis on a de la misère à expliquer. C'est pas de quoi en particulier on peut mettre le doigt dessus, c'est pas évident à trouver les causes exactes. Mais ça a changé l'industrie un petit peu. Ouais, tu as dû t'adapter à Exactement. Ouais, puis en accompagnant tout ça aussi, il y a des parasites, il y a des ennemis des abeilles qui prennent, justement, là, c'est un agencement de petits problèmes qui s'additionnent. Des insecticides ou ces choses-là, plus tout ce qui est pollution ou quoi que ce soit. En plus de ça, il y a des parasites qui viennent fesser dans la partie, là, ça fait que c'est difficile. Et puis les abeilles ont de la misère. C'est l'ensemble de l'industrie qui est affecté. Exactement. Donc finalement, ça se ressent sur le coût de production, sur le coût du produit. Exactement. Ok.